Salut internet, t'as lu des trucs dernièrement? Moi oui, et on va en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous pouvez le constater, je l'espère grâce à la qualité d'image, j'ai à nouveau un appareil photo, je ne filme plus avec l'iPhone et accessoirement j'ai un petit peu changé mon décor de tournage tout simplement parce que j'ai un nouveau canapé, comme il est beau, etc. Et accessoirement... j'ai plus de trépied, donc en fait je pose juste le meuble sur une étagère et c'est pour ça que vous me voyez dans un cadre différent de d'habitude. Mais en vrai j'aime bien ce côté un peu avachi dans mon canapé, ça fait genre bienvenue dans ma crypte, Seraph and Chill, tout ça. Donc je sais pas si je vais garder ce positionnement ou seulement pour certains types de vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, aujourd'hui on va parler lecture. C'est pas forcément des vidéos qui font énormément de vues sur ma chaîne, loin de là même. Cependant ce sont des vidéos que j'apprécie énormément de faire parce que j'aime lire et j'aime faire de la propagande pour les trucs que je lis. C'est des vidéos sur lesquelles j'ai des retours super qualitatifs en mode grâce à toi j'ai lu tel ou tel truc, tu me l'avais conseillé il y a super longtemps, en fait c'était trop bien, ou alors j'ai lu tel truc, en fait ça m'a déçu. Bref, c'est des vidéos sur lesquelles il y a un vrai échange. Du coup j'ai préparé les livres que j'ai lus dernièrement, ils sont là, ils sont beaux, ils sont prêts à être discutés. On va les prendre sans ordre particulier, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bref, on commence? Alors, le premier livre que je tire au hasard, ce n'est autre que ce bouquin de Stephen King. Il s'agit de Salem. Donc Stephen King, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un auteur que j'adore. Je trouve que, certes, il est surtout connu pour faire des romans d'horreur, mais certains de ses romans me parlent à un niveau bien plus profond que juste me faire peur. Il se trouve que lorsque j'étais adolescente, j'ai lu énormément de King. Il se trouve que c'était un des rares auteurs disponibles sans trop de mal à la bibliothèque municipale de Saint-Julien-sur-Cher. Tu fais avec ce que tu as quand tu es adolescente en pleine Sologne. Et puis j'ai eu une longue période d'arrêt et j'ai repris King lorsqu'il a sorti son livre sur l'assassinat de Kennedy, 22/11/65 je crois, un truc dans le genre, qui est un de mes bouquins favoris ever. Ce qui fait que j'ai une sorte de trou dans ma lecture de King et qu'il y a plein de classiques que moi je n'ai jamais lus. Souvent parce que soit c'était ma soeur qui les avait lus, soit parce que je suis juste pas tombée dessus. Et c'est le cas de Salem. Salem, c'est un des bouquins cultes de Stephen King, un des plus cités quand on demande aux gens quel est leur King préféré, et je ne l'avais absolument jamais lu. Nous suivons donc un écrivain un peu raté, on se demande bien de qui est-ce que King a pu s'inspirer pour faire cela, qui vient aménager dans une ville où il a vécu enfant. Salem. Bon, en réalité, c'est pas Salem dans le Massachusetts, là où il y a eu les procès de sorcières, contrairement à ce que moi je pensais. En fait, il s'agit de la ville de Jerusalem Slot. Toujours est-il que même s'il n'y a pas eu de procès de sorcières à Salem, il y a quand même des choses un petit peu étranges qui se passent et notre cher écrivain va vite être confronté à une mystérieuse épidémie qui semble toucher toute la ville. Je l'ai lu avec absolument aucun a priori et moi en fait j'étais persuadée que ça allait parler de sorcières parce que ça s'appelle Salem. Voilà, et en fait absolument pas, hein. Alors si vous voulez lire des bouquins sur des sorcières, c'est très bien, je peux vous en conseiller, mais ça n'en fait pas partie. Personnellement, je sais que ce que je vais dire va sans doute choquer bon nombre de fans de Stephen King, mais j'ai été déçue par ce livre. Évidemment, il est bien écrit, évidemment qu'il est bien fait, évidemment que les personnages sont attachants, que King réussit en très peu de phrases à donner corps et vie à des personnages très différents et très variés. Cependant, pour moi, il manque une qualité qui est ce que j'aime dans le King et notamment le King des années 2000, 2010, 2020, c'est cette espèce de recul et cette espèce de mélancolie. On sent que là, King est beaucoup plus jeune, qu'il a beaucoup moins le recul, beaucoup moins la mélancolie que l'on ressent dans les King plus récents, que l'on ressent dans Doomaky, que l'on ressent dans l'assassinat de Kennedy, etc. Ici, on est sur un roman d'horreur, certes, bien foutu, il y a des passages qui m'ont fait peur, en plus, comme je lis toute seule le soir, dans mon appartement de 100 mètres carrés dans un ancien château. Autant vous dire qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai eu peur en allant pisser et où j'ai flippé alors que les bruits que j'entendais c'était juste mes chats. Oui, c'est bien fait, oui, ça fonctionne. Et si c'est un des premiers King que vous lisez, Salem pourra vous apporter ce que vous recherchez probablement dans un King. C'est un bouquin qui se lit bien, qui est bien construit, qui n'a pas vraiment de longueur, même si l'intrigue met un petit peu de temps à démarrer. C'est un bon roman d'horreur qui est d'ailleurs très inspiré par des romans
plus gothique. Je crois qu'il cite Shirley Jackson comme inspiration pour ce livre. Shirley Jackson, c'est celle qui a écrit Nous avons toujours habité le château, je crois. J'apprécie l'atmosphère qui a été retranscrite dans le village de Salem. Cependant, pour moi, c'est juste un bouquin d'horreur, un très bon bouquin d'horreur, un très bon bouquin de fantastique, mais c'est juste ça. Ça ne m'a pas touché plus profondément comme d'autres King plus récents ont pu le faire et c'est pour ça que je me sens un petit peu déçue. Cependant, j'en profite pour faire un petit aparté parce que généralement quand je parle de King, je râle sur la traduction. Cette traduction-là, elle est très bien. Deuxième bouquin que j'ai lu La Comtesse Sanglante de Andrei Codrescu. Donc un auteur roumain, enfin américain d'origine roumaine. Donc La Comtesse Sanglante, c'est un bouquin qui m'a été envoyé par mon amie Diane. Je lui avais acheté un truc sur Vinted et elle m'a mis ça avec dans le colis. Et je la remercie énormément, du coup je me suis mise à le lire assez rapidement. On suit un homme qui s'appelle Drake, qui est américain d'origine roumaine et qui est journaliste, le métier de Andrei Codrescu. Là encore, voilà, l'originalité est complète. Donc ce cher Drake, il est journaliste, on est à la fin des années 80, début des années 90, le mur de Berlin vient de tomber, l'Est est en train de s'ouvrir et notre héros décide de retourner au pays. Nous avons donc deux histoires en parallèle, l'histoire de Drake qui rentre au pays, où l'on découvre la Roumanie juste après le communisme, à l'ouverture un petit peu de l'Est. Ça c'est un passage que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on lit pas énormément de livres qui se passent lors de l'effondrement du mur, sur les autres pays que l'Allemagne, etc., comment ça s'est passé à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en parallèle, vu le nom, vous vous en doutez, on va suivre l'histoire d'Elisabeth Báthory, hein, voilà, la comtesse sanglante, un auteur roumain, Báthory. Donc en soi, pourquoi pas, nous avons donc d'un côté une biographie un peu beaucoup romancée de Báthory, et de l'autre côté, Drake, notre américano-roumain, qui se retrouve finalement pris dans un délire de royaliste, de recherche de la descendance de Báthory pour rétablir une monarchie absolue sur la Roumanie. Ça part en couille très vite, tu comprends pas ce qui se passe. En soi, quand j'ai commencé à le lire, j'ai été plutôt surprise, notamment parce que le niveau d'écriture est vraiment très bon. On est sur un langage qui est vraiment soutenu, qui est vraiment plaisant. Je l'ai lu juste après, si vous vous rappelez de ma précédente vidéo, Enchantment Emporium, qui était au contraire écrit comme de la merde. Donc là, on est plutôt sur des beaux mots, des belles phrases, un niveau de langage soutenu, etc. La traduction a fait un excellent boulot. Donc jusque là, tout va bien. On suit la biographie un petit peu romancée de Báthory. C'est pas quelque chose qui me déplaît, j'ai pas de fascination pour la comtesse, mais c'est toujours assez intéressant et c'est un personnage, c'est une femme forte, on parle d'intrigues politiques dans la Roumanie moyenâgeuse. Bref, allons-y. Sauf que assez rapidement, le bouquin semble prendre tous les prétextes possibles pour nous décrire des scènes de cul. Pourquoi pas, sauf que là, t'as vraiment l'impression que l'auteur, il savait pas où caler ses fantasmes, mais il les a calés dans son bouquin. Tu lis tranquillou et à peu près toutes les 25 ou 30 pages, tu te retrouves avec une scène de cul toujours improbable, si possible, toujours à plusieurs, avec des objets, allez vas-y, tu sais pas trop ce que tu lis. Je sais que officiellement c'est un thriller, non, officiellement c'est un roman historique. Alors je sais que notamment dans tout ce qui est thriller, et là on est sur une construction de type thriller puisque on suit en parallèle le présent, le passé qui vont se rejoindre à un moment. Ok, je sais que dans le thriller il faut mettre des scènes de cul, ça fait partie, voilà, ça fait partie un petit peu de la recette idéale du thriller. Mais, enfin, tu sais, à un moment, si ça sert pas l'histoire, si t'as juste l'impression que ça sert l'auteur, tu sais, c'est mi-weird, mi-dérangeant, et en plus, tu suis des scènes de cul avec une gamine de 14 ans, quoi. Enfin... Alors après, bien sûr, je sais qu'à l'époque, 14 ans, t'étais déjà mariée, t'étais déjà mère, mais bon, ça me laisse un peu... Ouais, d'accord. Tout ça pour que l'histoire se termine absolument sans queue ni tête, sur une espèce de scène finale assez incompréhensible, ça se finit un peu en eau de boudin. Donc, j'ai été très mitigée pendant cette lecture. C'est très agréable à lire, c'est du beau français, ça fait plaisir de voir des belles phrases, de voir des beaux mots, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que l'auteur, tu sais, à la limite, t'écrivais un roman officiellement porno sur Báthory et puis t'avais pas besoin de faire genre, il y a une intrigue derrière en fait. Enfin... Bref. Bon, et puis tant qu'on y est, hein, puisque là mon reproche c'est que l'auteur il semble un peu trop déclencher ses fantasmes dans ses bouquins, on va parler d'un manga, hein, voilà, on va parler de L'apprenti geisha,
un manga de Kazuo Kamimura, édité aux éditions Kana. Alors pour être tout à fait honnête, c'est un manga que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Je ne me souviens pas l'avoir acheté. C'est possible que je l'ai acheté il y a quelques années, parce que j'aime bien les geishas, ça m'intéresse. C'est possible qu'on me l'ait envoyé, c'est possible qu'on me l'ait offert, j'en ai absolument aucun souvenir. Et en fait là, comme je suis en train de trier ma bibliothèque, ce que je fais quand je vois des mangas ou des BD dont je me rappelle juste pas, en fait je les lis. Si ça me plaît, je les garde. Si ça me plaît pas, je les fous sur Vinted. Il s'agit d'un manga assez grand format comme vous pouvez le voir, avec des illustrations, comme vous le verrez peut-être, qui sont assez old school. Je ne sais plus exactement quand est-ce que ce manga a été publié pour la première fois, 1974. Voilà, on est sur un manga des années 70, clairement le style Tezuka et compagnie, on est là-dessus. C'est pas un style que personnellement j'apprécie énormément, je trouve pas ça très beau, mais après je vais pas non plus dire que c'est moche, c'est juste ça me touche pas du tout en fait. Et donc nous suivons l'histoire de notre héroïne qui est vendue à une maison de geisha et qui devient apprentie geisha dans le but de devenir geisha. Cela se passe peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart des histoires de geisha de toute manière. Et en soi je pense que c'est assez intéressant si vraiment vous êtes passionné par l'univers des geishas. Par contre je trouve ça assez dérangeant sur certains points, comme c'est écrit derrière, c'est pour public averti. Alors c'est pas du hentai, calmons-nous tout de suite, hein, c'est pas du tout du hentai. Cependant là aussi tu sens un petit peu que l'auteur, alors je sais que c'est le Japon moi et tout, mais l'auteur, les scènes un petit peu olé olé avec les gamines de 14 ans, moi ça me laisse un petit arrière-goût un petit peu perplexe. Donc en fait ce manga m'a plus dérangé en le lisant que ce que je ne l'ai apprécié. J'ai rien appris sur le monde des geishas parce que j'ai déjà lu plein de trucs dessus, donc c'est pas un manga qui va m'apprendre vraiment comment ça se passe, le monde des geishas, etc. Par contre c'est vrai que le côté sensuel, fantasme, érotique est quand même présent. Donc du coup il terminera sur Vinted, je peux pas vraiment vous le conseiller. Si vous tombez dessus, pourquoi pas le lire si vous aimez les geishas, mais je peux pas vraiment vous le conseiller. Ce qui est un peu naze si j'espère le vendre sur Vinted. Ensuite on va continuer sur les mangas, hein. J'ai lu, ou plutôt j'ai relu, Le chat qui rendait l'homme heureux, à savoir Oji-sama to Neko, qui, si vous vous en rappelez, si vous le suivez depuis très longtemps, était mon coup de cœur manga en 2018. Je l'ai lu en scan, je le possède en japonais, et en fait hier je savais pas quoi faire entre midi et 2, j'avais une pause au taf, je suis allée à l'espace Leclerc et j'ai vu qu'il était sorti en français, je l'ai acheté direct, je l'ai lu ce matin. Je vous conseille de le lire sans mascara, hein, voilà, parce que j'ai chialé pendant tout le manga, normal. Donc nous avons une belle édition de chez Soleil Manga, le manga est assez grand. Vous avez une petite carte en cadeau qui représente nos deux héros. Donc Oji-sama to Neko, ou Le chat qui rendait l'homme heureux, ça raconte tout simplement l'histoire de ce monsieur. Un monsieur d'un certain âge, je ne sais pas exactement son âge, mais c'est un quinquas à mon avis, quelque chose comme ça, qui un jour décide d'adopter un chat. Et en animalerie, il décide de prendre ce chat-là, qui n'était adopté par personne parce qu'il est gros, il est moche et il est âgé. Il décide d'adopter ce chat. Et en fait, c'est tout simplement un slice of life. Nous allons suivre la vie de tous les jours. Émouvante, simple et touchante entre un homme d'un certain âge, plutôt seul malheureusement, puisque on le sait très vite, hein, mais bon voilà, le monsieur il est tout seul, il vit tout seul, qui découvre pour la première fois de sa vie un compagnon animal et qui découvre tout l'amour qu'un chat peut vous apporter. Donc c'est un manga que j'adore, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est un manga que je trouve extrêmement beau. Les Slice of Life, c'est un de mes styles de manga préférés. Je pense que j'ai lu trop de shonen, j'ai lu trop de shoujo. J'aime bien aujourd'hui les trucs plus simples, plus de la vie courante, plus touchants, etc. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'histoire de ouf, il n'y a pas de rebondissement, juste c'est la vie d'un homme et de son chat. Il aime son chat l'aime. Et il fait des choses trop mignonnes, trop adorables, trop belles. Et que vous ayez des animaux ou pas, je pense que vous serez touchés par ce bouquin. Je suis vraiment ultra contente qu'il soit traduit en français, parce que c'est dire que vous allez tous pouvoir aller l'acheter. Je vous le conseille vraiment très fort. Du coup maintenant que ça c'est sorti en français, j'espère que Soleil Manga ou n'importe quel éditeur de manga entendra mes prières et éditera Shiroko Makafe. Voilà.
Et puis nous arrivons enfin au dernier bouquin que j'ai lu dernièrement, qui va surprendre tout le monde, surtout si vous m'avez sur Instagram. Dune, première partie. J'ai lu Dune il y a sans doute plus de 15 ans. Dune, c'est un de mes romans d'adolescence, je dirais que je l'ai lu voire fin adolescence et que je l'ai relu ensuite. C'est un bouquin qui m'avait énormément marqué et que je possède dans cette magnifique édition qui est plus vieille que moi. Je pense que j'avais dû choper le truc en brocante ou quoi. Donc qu'est-ce qu'il se passe avec Dune? Eh bien il se passe avec Dune que il y a un film qui est sorti au cas où vous le sauriez pas. Et alors moi j'étais complètement à l'ouest, je savais même pas que devait y avoir une nouvelle adaptation de Dune. Mais il y a pas si longtemps j'ai vu le trailer, ça m'a hypé de ouf. Parce que je me suis dit putain ça promet. Il faut savoir que moi j'aime pas du tout le film avec Lynch, je le trouve kitsch, ridicule et très éloigné des livres. Et enfin moi Lynch, je sais qu'il y a une hype sur ce réalisateur mais moi vous savez le cinéma... Donc le film de Lynch ne me parle pas. Il y avait eu une mini-série qui était sortie aux alentours des années 2007-2008, probablement sur Sci-Fi. C'était une mini-série genre en 5 ou 6 épisodes. Par contre il n'y avait pas énormément de budget mais c'était plutôt bien fait. Ça allait assez loin, je crois que ça allait jusque genre les enfants de Dune peut-être. Et vu que le trailer est sorti, je me suis dit vas-y, relis Dune. Et j'ai relu Dune. Et en fait... c'est ouf à quel point ce bouquin est toujours aussi excellent. C'est de la science-fiction, certes, mais de la science-fiction avec une portée philosophique très intense et très importante et avec un gros potentiel d'intrigue politique. En fait, quand vous savez que j'ai aimé Dune, on s'étonne pas que j'ai adoré le Trône de Fer, on s'étonne pas que j'ai adoré Les Rois Maudits, ce genre de choses, parce qu'en fait on est sur un mélange de politique, de fantastique, de philosophie. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été très étonnée et c'est un peu ce qui m'a décidé à faire cette vidéo là aujourd'hui. C'est que quand j'ai posté sur Insta que je suis allée voir le film, parce que je suis allée voir le film, je peux vous en faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ce que vous voulez, ma revue de Dune, ce que j'ai pensé de Dune, à quel point Jason Momoa est beau, à quel point j'aime beaucoup Timothée Chalamet. Bref, dites-moi si vous voulez une vidéo sur Dune, je peux la faire, hein, voilà. Et en fait, vous avez été très nombreux à me dire est-ce que ça vaut le coup de lire les livres? Moi, je les ai jamais lus. En fait, j'étais persuadée que genre les bouquins de Dune, enfin genre tout le monde a lu ça en fait. En fait, non, hein, tout le monde n'a pas lu de la SF. Et pour pas mal de personnes, j'ai même l'impression que la SF rebute les gens. Alors moi j'aime bien les gros vaisseaux, hein, j'aime bien Star Wars, donc moi ça me rebute pas. Mais je peux comprendre. Il faut savoir que en gros, si vous avez vu le film, je vous conseille quand même de lire le livre parce que vous allez beaucoup plus apprendre sur le côté politique, sur le côté mystique et sur le côté philosophique. Ce sont les points qui pour moi manquent un peu au film. Le film est très beau, mais il manque la politique. Et là je sais que ceux qui genre ont pas vu le livre vont dire mais il y a déjà plein de politique dans le film. En fait non. Globalement tout ce premier tome, enfin cette première partie du premier tome, parce que en fait il y a un seul gros tome de Dune et en France en tout cas ça a été coupé en deux et le film est aussi coupé en deux et respecte la coupure de l'édition française et sans doute des autres éditions. Ce premier tome est une fuite en avant. En fait, dès les premières pages, on sait ce qui va se passer à la fin du bouquin. On sait exactement là où on va et on voit justement les personnages, savoir parfaitement ce qui va se passer, savoir parfaitement qu'il va y avoir une catastrophe. Et y aller quand même parce que il y a quand même un espoir. Parce que parfois, ils savent qu'il faut endurer des choses difficiles pour un plus grand bien. Mais du coup, si vous avez vu le film, si vous avez apprécié le film, je vous conseille vraiment d'aller lire les bouquins. Ils sont vraiment géniaux. Moi, ça m'a énormément marqué quand j'étais adolescente et je me retrouve là à les aimer tout autant, même 10 ans après. Et c'est ça la qualité d'un bouquin. C'est ça la qualité de la SF, c'est que tu te retrouves avec un bouquin qui a été publié en 66 sur de la science-fiction mais qui n'est pas du tout ridicule aujourd'hui et qui parle toujours de choses qui pourraient être complètement appliquées à la vie d'aujourd'hui, notamment tout ce qui est écologie, etc. Enfin, Dune, c'est un roman absolument indémodable. Donc voilà, allez le lire, c'est bien. Et il y a des éditions plus belles que ça, c'est promis. Moi j'ai juste un kiff sur les covers dégueulasses des années 80. C'était le dernier livre de cette trop longue vidéo, je vais me détester en la montant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en aviez pensé. Avez-vous lu Dune? Avez-vous lu L'Apprenti Geisha? Avez-vous vous aussi lu d'autres livres? Parfois vous vous demandez
Si l'auteur aurait pas dû aller foutre ses fantasmes ailleurs, oui, vous en avez sans doute lu. Enfin, si vous avez lu de la bitlite, a priori, oui, c'est 90% de la bitlite. Si vous avez des livres à me conseiller, pourquoi pas, je suis toujours preneuse. J'ai beaucoup trop de livres à lire, mais je suis pas contre en racheter de temps en temps, hein, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en haut, laissez-moi un petit commentaire pour le référencement, ça me fera toujours plaisir. Et puis sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!